Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la neutralité qu'on imagine parfois comme étant quelque chose à rechercher, quelque chose de souhaitable, quelque chose de bienveillant. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais pas être neutre, je vais être radicale et dire que je suis absolument pas d'accord avec ça. Ce qui veut pas dire que j'ai raison et que ceux qui pensent que la neutralité est quelque chose de primordial ont tort. C'est juste deux visions du monde qui s'opposent à mon sens. Donc je vais parler de manière très franche, comme j'en ai l'habitude, ceci dit, de ma manière de voir et de pourquoi, en fait, sans que ce soit me justifier, mais d'expliquer pourquoi j'ai cette manière assez radicale d'avoir posé une opinion là-dessus. Si tu m'as suivi sur Instagram cette semaine, tu sais que j'étais en formation de constellation familiale. Donc c'est un outil assez incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de tester. J'ai eu moi-même l'occasion de participer en tant que... pas en tant que thérapeute, en tant que participante à des constellations en groupe. C'est vraiment un truc de dingue. Pour le moment, moi, je me forme à la constellation en individuel pour avoir un outil supplémentaire lors des séances en one-to-one dans ma petite caravane parce que c'est vraiment un outil qui permet de débloquer parfois, de décristalliser ou au minimum de mettre à jour une configuration intérieure, on va dire, où la vision, ou le ressenti, le vécu, la mémoire, un état des lieux d'une situation telle qu'on la vit à l'intérieur et ça permet de la matérialiser à l'extérieur avec, peu importe, des figurines, des bouts de papier, des pierres, voilà, on peut tout utiliser. Donc j'ai fait cette première moitié de formation et je fais le deuxième module dans un mois. Donc bref, on a eu beaucoup de discussions cette semaine qui ont été inspirantes et beaucoup auraient pu faire l'objet d'un podcast. Donc il a bien fallu choisir. Et j'ai vraiment eu cette phrase qui m'a percutée de la formatrice qui disait que la neutralité bienveillante, en fait, ça n'existe pas. Que pour elle, et je partage complètement son avis, la neutralité n'est pas bienveillante, voire elle est toxique. Je suis fondamentalement convaincue que dans la vie, c'est important de savoir se mouiller, de porter sa voix. Alors ça ne veut pas dire revendiquer, emmener une foule avec nous, ça veut pas dire se mettre au devant de la scène pour crier haut et fort ce qu'on pense, c'est pas ça que je veux dire. C'est ne serait-ce que dans une conversation à deux, dans le banal du quotidien, parce que comme tu le sais, parce que je l'aurais... Enfin, non, tu le sais peut-être pas si tu viens d'arriver sur ce podcast, mais... je dis toujours que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien parce que c'est aussi dans la routine, dans le concret de chaque acte du quotidien qui bien souvent, ces actes-là sont simples, paraissent sans importance et au final ce sont toutes ces petites choses-là qui créent notre vie entière. Donc pour moi, c'est primordial de zoomer en fait sur les petites choses du quotidien et de trouver comment appliquer concrètement, je crois que c'est mon mot d'ordre, concrètement dans ton quotidien, ces différents concepts, principes que je peux partager ici ou que tu peux lire partout ailleurs d'ailleurs. Donc cette idée de neutralité, donc, que tu le saches ou pas, je suis quelqu'un de très tranché. Je suis quelqu'un également de très paradoxal. Je peux vraiment avoir des comportements ou des avis ou des manières de faire ou de penser qui sont assez contradictoires, mais qui font partie de ma personnalité. Alors c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste
un constat et j'apprends à faire avec et à aimer cette particularité qui est la mienne. Alors, je suis pas la seule à être comme ça, hein, mais voilà, j'apprends à aimer ce dont je suis pétrie, y compris ces grands paradoxes et ces grands avis. Je le dis souvent, j'aime que ça brûle, j'aime que ça glace, la tiédeur, moi ça me fait chier. Donc moi, tout ce qui va être tiède, neutre, entre deux, moi ça me fait chier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je dis pas qu'il faut être dans la contradiction exprès, qu'il faut... je sais pas comment dire ça, mais qu'il faut être en réaction tout le temps, qu'il faut crier ou chuchoter et qu'on peut pas parler normalement. C'est pas ce que je dis non plus. Je suis assez partisane, malgré, et tu vas voir c'est paradoxal, qu'aucun extrême n'est bon. Et en même temps, je te dis que j'aime quand ça brûle ou quand ça glace, et c'est un peu extrême dans les deux cas. Mais en réalité, aucun extrême n'est bon. Et quand je dis un extrême, c'est en fait, plutôt que de dire aucun extrême n'est bon, c'est... Alors, ça reste vrai. Mais je crois que là, dans ce que j'ai envie de dire, c'est que rien... quelque chose de systématique ne sera jamais bon. Ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin que ça brûle ou que ça glace tout le temps, il y a un moment où il y a une négation et donc quelque part un rejet des nombreux moments ou des nombreuses situations où c'est plus neutre, où c'est plus tiède. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'il faut jamais être neutre, qu'il faut toujours être très tranché. Et en fait, aucun des deux n'est bon. Et c'est là où je trouve compliqué de prôner un concept comme étant celui qui va être applicable à n'importe quel moment, tout le temps, et que le résultat sera toujours celui escompté. Parce qu'on peut très bien, appliquer un concept à un contexte particulier et ça va très bien fonctionner. Et dans le contexte suivant, pas du tout. Et même pire encore, dans le même contexte que la première fois où ça avait très bien fonctionné et où ça avait apporté les choses attendues, et sur ce coup-là, ça n'a pas du tout marché et on ne sait pas pourquoi. Je pense à une recette de cuisine, un gâteau, parce que moi je suis plutôt pâtissière que cuisinière, donc je vais prendre un exemple que je connais. La pâtisserie, c'est toujours la même recette. Genre, je fais mon brownie tout le temps, c'est toujours la même recette. C'est le même robot, globalement c'est les mêmes ingrédients, c'est le même four, c'est le même moule, tout est pareil, c'est les mêmes quantités, je pèse, je suis une vraie pâtissière dans l'âme, enfin une vraie pâtissière, je suis pas non plus Cyril Lignac, hein, mais je fais la pâtisserie en respectant bien les pesées, tout ça, donc c'est toujours pareil. Et mon brownie, il est pas toujours pareil. Pourtant je mets le même temps de cuisson, mais des fois je sais pas, le four il était plus chaud, moins chaud, je sais pas, je peux même pas me dire que c'est le plat qui change parce que ça aussi ça change, mais en prenant tout pareil, ça fait pas tout le temps pareil. Donc c'est ça aussi, c'est à ça qu'il faut aussi s'adapter. Et je trouve, mais ça c'est un avis tout personnel et tu as totalement le droit de pas être d'accord, et je trouve que de croire que la neutralité, la tiédeur, que c'est quelque chose de bienveillant, qui arrange tout le monde, qui est bénéfique, et là, je suis pas d'accord. Peut-être qu'à certains moments, c'est la meilleure chose à faire, mais pas tout le temps. Ça me fait penser à cette phrase que je répète aussi souvent, parce que je suis pleine de phrases toutes faites. Dire « on », c'est nier son expérience et celle de l'autre. Ça veut dire que ça englobe une généralité dans laquelle on se perd et dans laquelle on perd l'autre, en fait. Alors, encore une fois, parfois, le « on », c'est un abus de langage, c'est une manière de parler. Je l'utilise, moi aussi, dans le langage courant. Faut pas tout diaboliser et tout pointer. Mais je sais que moi, par exemple, en séance, en thérapie, quand les gens utilisent « on » ou « tu » au lieu de dire « je les reprends systématiquement. Parce que là, pour le coup, c'est important quand ils sont en train de raconter une histoire qui leur est arrivée à eux personnellement. Je sais pas, moi ça m'arrive souvent que les gens disent tu sais, quand on se fait opérer, on est stressé parce que quand même on se demande si l'anesthésie va pas être trop forte, pas assez. Non, c'est en fait. C'est, tu sais, quand je me suis fait opérer, j'ai eu peur.
j'ai eu peur de l'anesthésie, j'ai eu peur que ça marche trop, pas assez, etc. Et ça fait pas du tout la même chose de le dire dans ce je ou dans le on. Et parfois, c'est le tu, parce que tu t'adresses à quelqu'un en disant, tu sais, c'est comme ça quand tu, alors qu'en fait, c'est une histoire qui parle de toi et que tu devrais dire je. Donc, je vais être attentive à ça dans ce contexte-là. Après, quand on parle de généralité, parce que malgré tout, la généralité, même si c'est une somme de cas particuliers, parfois on va parler on va parler d'une généralité en englobant. Et ça, c'est ok. Mais je trouve que c'est illusoire de croire que en atteignant, si on était tous d'accord, ce serait mieux, de pas avoir le droit. En fait, moi, le côté de prôner la neutralité comme étant une solution, je trouve que c'est un interdit à être un humain. J'allais dire à être soi-même, mais en fait, j'ai envie de dire à être un humain. Parce que la neutralité, comme l'objectivité, en fait, c'est pas humain. On est forcément subjectif, puisque les choses qu'on pense, notre manière de réfléchir, les choses qu'on raconte, les choses qu'on se raconte à partir de quelque chose qu'on vit, parlent plus de nous que du contexte. Comme je le dis souvent, c'est le contexte qui est neutre. C'est pas nous. Donc, le contexte est neutre et la manière dont il va passer à travers nous ne l'est pas, en fait. Ne l'est pas. Je pense, mais c'est une croyance, peut-être que je me trompe, je pense qu'on ne peut pas être neutre comme on ne peut pas être objectif. Pour moi, c'est pas humain, en fait. On a forcément un parti pris. Et même si, moi, la première, je suis capable de conseiller ou de dire à quelqu'un, écoute, moi, j'ai dans une situation comme ça, quand on me demande mon avis, moi, j'ai fait comme ça. Mais toi, de ce que je connais de toi, quand je discute avec une copine, par exemple, je vais dire, fais pas ça. Ça marche et ça, c'est OK parce que c'est moi. Mais moi, je serais toi. Et là, c'est le vrai moi, je serais toi. Si j'étais à ta place avec ce que je connais de toi, moi, j'ai la sensation que moi, j'aurais jamais fait ça, mais toi, c'est plutôt de cette manière qu'il va falloir que tu te positionnes. Et ça ne reste qu'un conseil. Sauf que, imaginez une discussion où tout le monde serait neutre et serait juste dans l'écoute et le oui, ça ferait des monologues, en fait, ça ferait plus des conversations. Parce que de discuter avec les autres, ça permet aussi de confronter les points de vue. Si je dis quelque chose de manière très ferme et très tranchée, t'as la possibilité d'être carrément d'accord avec moi ou pas du tout. Mais si je dis oui, alors peut-être ben que oui, peut-être ben que non, alors un peu comme ci, un peu comme ça, mais pas trop, mais on sait plus, c'est presque comme si tu pouvais ni être d'accord, ni pas d'accord, et je trouve que ça rend tout plus fade. Alors, forcément, ça passe par le prisme de qui je suis, et ce que je suis en train de dire n'est pas neutre et n'est pas objectif. À chaque fois, il y a un petit blanc avant que je dise objectif, parce que je suis toujours obligée de réfléchir entre subjectif et objectif, lequel est lequel. On n'est pas des objets, on est des sujets. Donc on est subjectif, on n'est pas objectif. Cette neutralité ne peut être pour moi que dans l'inanimé, d'une certaine manière. Et donc pour moi, c'est important de pas être trop neutre, d'oser dire, moi, même quand on donne un conseil à une copine, de dire, tu sais, moi je serais toi, je ferais ça, ou moi j'ai l'impression que telle situation, il se passe ci, ça, et de le dire assez fermement. Pourquoi ? Pas parce qu'on a raison plus que l'autre, et que l'autre aurait vraiment intérêt à nous écouter, c'est pas ça l'idée, c'est que si on affirme quelque chose très fort, l'autre a la possibilité, comme je disais, d'être d'accord ou pas d'accord. Et parfois, c'est la meilleure manière de se rendre compte où on en est de l'intérieur. Moi, je suis une spécialiste de ça. Alors maintenant que j'ai conscientisé ce mécanisme, je le fais moins. Mais ça m'arrive encore. Souvent, je vais demander, quand j'hésite entre plusieurs choses, je sais pas, de fringues, de trucs à manger, bref, quand j'hésite entre deux trucs, je demande souvent l'avis de mon mari, parce que c'est celui que j'ai le plus souvent sous la main. Donc je demande à mon mari son avis. Et bien souvent, j'écoute pas son avis. Enfin, en tout cas, lui, c'est l'impression qu'il a. Parce que, dans les faits, je n'écoute pas son avis. Mais c'est pas pour le plaisir de dire l'inverse. Et moi, je me rendais même pas compte, en fait, en réalité. C'est lui, un jour, qui me dit, je vais pas... Enfin, de toute façon, je te répondrai pas, puisque de toute façon, les 3/4 du temps, en fait, tu tiens pas compte. Tu me poses la question, mais t'en tiens pas compte.
Et en fait, ça, c'est la manière que lui, il a de le percevoir, puisque quand il me donne un conseil, ou qu'il va me dire, tiens, je préfère tel pantalon à tel pantalon, bah, je vais pas prendre celui qu'il a dit. Mais c'est pas systématique non plus. Alors, à force d'en discuter avec lui, je me suis rendu compte que quand, en fait, je sais pas, entre deux, on va rester sur l'exemple des chaussures, par exemple, entre deux paires de chaussures sur une tenue. Quand j'hésite, le fait de demander à quelqu'un, parfois c'est à mes enfants, parfois c'est à mon mari, parfois c'est à... Enfin bref, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Digression inutile. En fait, quand quelqu'un va me dire ah bah tiens, je préfère la paire de chaussures de gauche, je vais me rendre compte si ça vient faire écho à l'intérieur de moi. Alors là, je te le décortique, je suis pas en train de réfléchir à ça comme ça, mais j'essaye de te montrer comment ça se passe, en fait, en un quart de seconde, mais à l'intérieur de moi. Je sens si ça vient, je sais pas comment dire, résonner à l'unisson avec le ah bah tiens, moi aussi, en fait, c'était celle-là que je préférais. Et des fois, le fait qu'on me dise tiens, je préfère la chaussure que t'as dans le pied droit, eh ben, je vais avoir envie de défendre la chaussure qui est dans le pied gauche, de dire ouais, mais quand même, celle du pied gauche, je l'aime bien pour telle raison. Et c'est comme si qu'il y a un appui sur l'extérieur permet de m'aider à avoir une réflexion sur cette hésitation qui est intérieure. Et donc, c'est pas que j'écoute pas, au contraire, j'écoute vachement. Mais ça me permet c'est comme si c'était un diapason qui me permet de sentir si ça vibre, si ça résonne à l'intérieur ou pas du tout. Et parfois, sans un appui sur l'extérieur, eh ben ça marche pas. Donc quand il me dit je m'en fous, les deux sont bien, bah ça m'aide pas. D'où ce côté neutre qui parfois on a besoin en fait d'être d'accord avec quelqu'un ou de se battre pour son idée. En fait, c'est important de défendre ses opinions, ses points de vue, ses idées, alors sans être, comme je disais, dans la contradiction systématique ou dans le besoin de tout remettre en question et de tout débattre, et encore moins dans le besoin d'imposer sa vision du monde. Mais je trouve que si on n'accepte pas profondément et complètement sa vision du monde, qui n'est pas figée et qui évolue en fonction justement des discussions qu'on peut avoir et de la vie qui passe et des expériences, à un moment donné, si on n'est pas capable d'accueillir sa propre vision du monde qui est unique, comment veux-tu être capable d'accueillir la vision du monde de quelqu'un d'autre ou de la considérer si tu considères déjà pas la tienne? Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, pour moi, si on est trop dans la neutralité et qu'on n'ose jamais, alors souvent c'est par peur de déranger, par peur de décevoir, par peur du conflit, et je dis pas que c'est facile, mais parfois, faut aussi dire les choses, et c'est valable en thérapie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Pendant longtemps, être un thérapeute, alors peu importe par quel métier, où il y a plein de métiers où on va demander à pas avoir trop d'empathie, à pas montrer ce qu'on ressent, etc. Alors c'est peut-être juste parce que moi j'en suis totalement incapable que du coup je trouve ça inhumain. peut-être que j'aurais du travail à faire là-dessus. Mais moi, que ce soit dans le cadre de mon travail, de mon podcast, de mon Instagram ou de ma vie perso, je me laisse traverser par les choses qui me touchent en fait, y compris dans le cadre de mon travail. Moi, quand les gens me racontent leurs histoires, je suis touchée en fait. Je suis touchée, alors ça me fait pas perdre ma posture de thérapeute et de les accueillir. Je vais être touchée, donc je vais accueillir la part d'eux qui est victime et qui a mal, mais pour autant je vais pas rester dans la complainte indéfiniment. Je vais aider cette personne à reprendre son pouvoir, à la faire regarder les choses autrement et être un peu plus confrontante, mais pour autant j'ai été touchée en fait. Ça m'arrive de pleurer à certains de mes rendez-vous avec certains clients ou clientes, parce qu'ils ont une telle émotion. Alors souvent quand je pleure, quand même, c'est aussi parce que j'ai tendance à faire caisse de résonance, c'est-à-dire que plus quelqu'un ravale une émotion, mais ça peut être aussi la colère ou la joie, quand quelqu'un réprime une émotion, c'est comme si elle passait par moi pour être exprimée. Donc parfois quand je pleure, c'est pas mes larmes, parfois quand je suis en colère, c'est pas mes colères,
Je me souviens d'une fois, anecdote rigolote, un monsieur qui est un de mes clients, qui doit avoir 70 ans, qui est quelqu'un de très posé, qui a une énergie très douce, qui est très pondéré. Il a vraiment cette énergie posée. Et bon, moi, je suis un peu tout feu tout flamme, mais je me connais. Et là, je sentais, j'avais envie de, quand il me racontait une anecdote, très calmement, alors qu'il parlait de quelque chose qui l'avait agacé, blessé, ou ça l'avait mis en colère, quoi. Mais sur un ton assez neutre, avec ce recul de, c'est un peu ridicule de s'énerver, et d'une certaine manière, oui, ça l'est, mais ça, c'est après. Et je sentais la colère monter. J'avais juste envie de, je sentais que c'était les mots que lui avait pas dit, genre mais ça suffit, ou sur un ton en fait, et je sentais qu'il y avait aucun rapport avec l'état dans lequel je me sentais moi à cet instant-là, et que vraiment c'était sa colère à lui. Et j'ai fini par lui dire, si vous vous énerviez un bon coup, je crois que ça vous fait du bien, parce que moi je la sens, cette colère qui gronde sous cette façade beaucoup plus neutre, et c'était rigolo. Donc parfois, disons que l'émotion qui me traverse est au service, et c'est vraiment l'illustration de la colère ou de la tristesse ou de la joie de l'autre. Mais souvent, je suis aussi révoltée par ce que les gens ont pu vivre, touchée par la difficulté de quelqu'un ou par la peine de quelqu'un, etc. Et je pense pas que ça fasse de moi une mauvaise thérapeute. Alors, pour la prétention d'être la meilleure thérapeute du monde, hein, mais être humaine, ça m'arrive de raconter, comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire pour nourrir le propos, de parler... là, j'ai parlé d'un de mes clients, alors sans le nommer, hein, personne sait qui c'est, et puis parfois je dis que c'est une cliente alors qu'en fait c'est une copine, parce que je sais pas, parfois ça semble plus juste que ça ait l'air d'avoir été dit dans le cadre de la thérapie. Bon, en même temps, étant ce que je suis, parfois mes discussions peuvent avoir aussi un côté très thérapeutique en dehors, mais parfois je vais raconter des histoires qui me concernent moi, et je vais dire que c'est moi. Comme là, je donne l'exemple de la pâtisserie, quand je fais un gâteau, je vais nourrir le propos en donnant un exemple qui me concerne moi. Mais je suis pas en train non plus de raconter ma vie gratos à mes clients, parce que là, ce serait problématique quand même. Mais je vais me mouiller dans le sens où je vais m'impliquer moi aussi, puisqu'en fait, on demande pour que la thérapie, et en fait, c'est applicable à plein d'autres choses, soit efficace, il faut s'impliquer. C'est même une formation, en fait, si tu veux retirer un bénéfice d'une formation, si tu t'impliques pas, même si tu as le meilleur formateur du monde, avec les meilleurs supports du monde, et les meilleures supervisions ou les meilleurs suivis du monde, les meilleurs conseils du monde, les meilleurs outils du monde, si tu n'es pas impliqué dans le processus, il se passera que dalle, ou beaucoup moins que si tu t'étais impliqué, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est hyper important d'oser se mouiller, en fait, d'une certaine manière. Et parfois, ça me fait un peu penser aussi au texte qu'une psychologue avait écrit sur... en fait, elle avait écrit une lettre au nom d'un ado. En gros, ce qu'un ado aurait besoin que ses parents comprennent, mais qu'il ne peut pas leur dire. Parce qu'il n'a pas la maturité d'avoir des propos pareils, parce qu'il est englué dans une bataille intérieure de cette période difficile qu'est l'adolescence. Et dans cette lettre, l'adolescent disait aux parents, quand on va se battre à l'adolescence, quand on va se confronter, quand je vais tirer sur la corde, j'ai désespérément besoin que tu tiennes l'autre bout et que tu tires. Et qu'il y ait du répondant, en fait, et qu'il y ait du soutien aussi dans la manière de s'opposer, de se confronter. C'est aussi comme ça qu'on est vraiment présent pour les gens, en étant d'accord avec eux et pas d'accord avec eux. Et ce qui ne veut pas dire que si on ne trouve pas un accord, on va plus s'entendre, mais peut-être d'être franchement pas d'accord avec quelqu'un va aider cette personne ou va permettre à cette personne d'asseoir encore plus fort son point de vue. Si on part d'une discussion où tout le monde dit « Ah oui, peut-être, je sais pas », je sais pas, il y a quelque chose de plat, je trouve. Donc je sais pas comment toi tu te situes par rapport à cette neutralité. Est-ce que toi, quand tu vas voir un professionnel de santé, je sais pas moi, un médecin, un thérapeute, une vendeuse dans un magasin, des serveurs ou des serveuses dans des restaurants, enfin bref, quand tu te retrouves avec des gens, à être client et avec des gens qui travaillent autour de toi,
Est-ce que tu préfères des gens neutres? Tu sais pas s'ils sont de bonne humeur, pas de bonne humeur. À choisir, je préfère avoir, si je suis au restaurant, un serveur ou une serveuse souriant que qui fait la gueule. Mais je trouverais très bizarre d'avoir quelqu'un où je sortirais en me disant, bah je sais pas, ça fait un peu robot quoi. Euh, Quelqu'un enfin je sais pas, peut-être que c'est moi aussi qui ai une manière de détendre l'atmosphère, ou je sais pas, moi je parle tout le temps avec les caissières, euh, et elle resterait genre juste en restant dans son rôle et en parlant pas, ou mon médecin quand il me demande comment ça va, et s'il faisait que hocher la tête en faisant je sais pas si je me sentirais hyper entendue dans mon humanité. C'est souvent ce qu'on reproche aux médecins, d'ailleurs aux chirurgiens parfois. Bon, après, je peux comprendre qu'ils mettent une certaine distance émotionnelle parce qu'ils ont quand même un métier où ils ont un peu, pour certains, la vie de personnes entre les mains. Donc peut-être que pour être justement performant, il faut être un peu à distance. Mais dans les consultations, regardez quand les médecins sont neutres et n'ont pas l'air de considérer votre part d'humanité, et où il n'y a pas de compassion, pas d'émotion, bah, je trouve ça hyper violent en fait. D'avoir quelqu'un de plat en fait qui réagit pas, je trouve que c'est pas du tout bienveillant et que c'est pas constructif. Et alors après, avoir un médecin qui te considère pas du tout et qui te considère vraiment comme un numéro au-delà d'être juste neutre, là c'est de la maltraitance. Faut voir les curseurs, mais voilà, moi j'ai cette réflexion autour de alors c'est sûrement, hein, c'est forcément un biais parce que moi-même je suis dans ces paradoxes-là. Mais pour moi, c'est important d'accepter que sur certains sujets, bah, t'es pas neutre du tout. Et d'accepter que les autres soient pas d'accord ou aient des points de vue différents. Et tu verras que parfois ça te fera renforcer ton avis que t'avais déjà. Et peut-être que parfois ça te fera changer d'avis, mais bah, je t'invite à avoir cette réflexion-là. Et pour terminer cet épisode, j'ai comme d'habitude tiré 2 cartes d'oracle. Et alors c'est drôle, hein, parce que j'ai tiré la carte du consensus, qui est, je considère, le point de vue de l'autre quand même. Alors sachant que quand je tire les cartes, je sais déjà de quoi je vais parler. Alors comment et par quelle porte et comment je vais digresser ça, j'en sais rien. Je le découvre au fur et à mesure que je parle, comme vous le découvrez au fur et à mesure que vous écoutez. Mais je savais que j'allais parler globalement du fait d'être neutre, de se mouiller, de prendre position, parce que sinon c'est comme si on niait, comme je disais avec le on, c'est comme si on niait son propre monde et le monde de l'autre. Et là, je trouve ça génial d'avoir pris la carte du consensus qui est « je considère le point de vue de l'autre ». Mais le considérer, ça veut pas dire juste dire « ah, d'accord ». Imaginez des discussions où on resterait neutre, en fait, je crois qu'il n'y aurait pas de discussion. Et l'autre, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est, dans mon tarot en tout cas, c'est une femme qui est assise en tailleur sur un coussin. Elle a les mains en namasté, là, comme au yoga, avec les paumes jointes au milieu, là, contre le cœur. Et elle tourne la tête, et elle est comme dans une bulle, on dirait une boule de cristal un peu. On dirait qu'elle est assise dans une bulle de cristal. Et en dessous elle, il y a des bâtons, c'est assez sombre, ça semble assez agressif ou piquant. Enfin, je sais pas, c'est des bâtons qui sont dressés à la verticale, et le coussin, il est posé dessus comme si c'était un matelas, enfin un fakir posé sur des aiguilles. Enfin, ça me donne un peu cette... sur des pics là, ça me donne un peu cette impression-là. Elle est sereine, elle est en accord avec elle-même. Il y a une grande lumière qui part de son plexus solaire, qui rayonne de partout. Et dans la bulle, derrière elle, le paysage, ça a l'air d'être un peu, on dirait des dunes, un peu un désert, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est joli, c'est lumineux, il y a des petits points lumineux. Et en dessous elle, c'est beaucoup plus dark comme sensation. Et c'est comme si, malgré tout, il y avait un équilibre entre les deux, entre la lumière et l'ombre, entre le chaud et le froid. Et finalement, les deux existent, et ça forme pas forcément quelque chose de tiède. De l'eau tiède, pour moi, c'est annuler à la fois le froid et le chaud, et les mélanger pour faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme si ça venait tempérer et presque faire disparaître le chaud et faire disparaître le froid. Et parfois dans la vie, comme je l'ai déjà dit dans différents épisodes, avec le yin et le yang, c'est du blanc et du noir.
Et dans le noir, il y a du blanc. Et dans le blanc, il y a du noir parce que les choses sont pas si radicales que ça. Par contre, elles sont tranchées. Le yin et le yang, ça fera jamais une boule grise. Ça reste du blanc et du noir. Et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais pour autant, ça fait pas forcément du gris. Et c'est chouette aussi de pouvoir faire cohabiter des extrêmes. Je sais pas si toi tu as aussi des extrêmes qui te tiraillent ou parfois des paradoxes. Eh ben, je t'invite à te demander si c'est plus bénéfique pour toi de vouloir les gommer. Et peut-être que parfois c'est le cas, mais peut-être pas tout le temps. Et peut-être parfois de ne pas vouloir gommer en fait tes aspérités, les choses qui débordent en fait. De ne pas vouloir faire rentrer absolument et que ça déborde pas. Bon, avec un podcast qui s'appelle Ça déborde, je vais difficilement prôner un discours différent. Mais en tout cas, si tu as l'habitude d'être assez lisse ou de vouloir lisser les choses, interroge-toi sur est-ce que tu te sens en paix à l'intérieur ou est-ce que tu le fais pour avoir la paix avec l'extérieur. Et je t'invite à écouter un épisode que j'ai dédié à ça, être en paix ou avoir la paix, si tu veux aller plus loin dans cette idée-là. Mais je t'invite à t'interroger sur cette notion de tiédeur et de neutralité. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'elle nourrira tes réflexions. Merci de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.